Bonjour peuple de YouTube, incroyable mais vrai, c'est le deuxième best-of de cette chaîne. Pour la deuxième fois, vous allez pouvoir assister à la rediffusion des petites capsules que nous avons mis progressivement tout au long du mois de février en ligne sur les réseaux sociaux. C'est l'occasion, bien sûr, cette introduction, de vous dire deux choses. Déjà, abonnez-vous, s'il vous plaît, faites plaisir à Pemph, mon monteur, qui a monté toutes ces capsules. Les 50 000 abonnés sont à portée de main, les 100 000 demain peut-être, qui sait. Rendez-vous compte, dans ce décor tout de velours vêtu, un petit trophée YouTube 100 000 abonnés, ne serait-il pas du meilleur effet? Ne serait-il pas absolument chatoyant? Voilà. Par ailleurs, information de la plus haute importance. Nous avons pris une décision. Ce sera le dernier best-of de cette chaîne. Parce que, à compter de maintenant, nous allons mettre également nos petites capsules, nous allons mettre également nos petites séquences, nos extraits directement sur YouTube. Incroyable mais vrai. Pemph aura donc 2 fois plus de travail puisqu'il va devoir monter à la fois en horizontal et en vertical. Donc, ça veut dire que normalement sur cette chaîne, vous devriez voir popper dans les jours qui viennent de nombreuses vidéos courtes. Et bien écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire, à nous le faire savoir. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à filer un petit coup de main, à les relayer, à les pousser, à leur donner un peu de visibilité. Voilà, qui sait, aujourd'hui, quelques dizaines de milliers d'abonnés, demain 50 000, après-demain 100 000, et le surlendemain, le monde rôde tout 1 million via les vidéos courtes. Qui sait, c'est possible. Bref, j'arrête de déblatérer. Je vous souhaite un très bon visionnage. J'espère que vous apprécierez ces moult capsules montées durant le mois de février. Incroyable mais vrai, un nouvel épisode dans la grande saga Amélie Oudéa Castéra. Elle présentait hier ses vœux au comité international olympique dont elle a la charge. Elle est revenue sur les polémiques qui la visent. Cette faute, je suis pas sûre d'arriver à me la pardonner à moi un jour. C'est pour moi une meurtrissure. Cette faute, elle n'est pas sûre d'arriver à se la pardonner un jour. Vous savez, des fois les intitulés sont trompeurs, mais un responsable politique, il n'est pas censé faire preuve précisément de responsabilité. Et si ce qu'il fait est tellement grave que cet homme ou cette femme politique n'est pas sûr de pouvoir se le pardonner un jour, ne faudrait-il pas, je ne sais pas, en tirer les responsabilités? Précisément, elle ne tire aucune responsabilité de ce qu'elle dit. Elle commet une faute tellement grave qu'elle ne parvient pas à se la pardonner. D'accord? Et donc rien. Si c'est si grave que ça, tu en tires les conséquences et tu démissionnes. Je ne fais pas partie de ceux, c'est absolument pas mon rôle, qui appelle à la démission de qui que ce soit. C'est absolument pas mon rôle, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Simplement là, j'observe qu'il y a une déconnexion entre, encore une fois, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ce n'est pas fini, mesdames, messieurs. Et même au sein du Parlement, on voudrait faire de moi le symbole d'une caste privilégiée, à combattre, à abattre, alors que la seule chose que j'ai héritée de ma famille, c'est l'amour du travail bien fait, du goût de l'effort, la passion du mérite. Et c'est tout ça qui fait que le sport est mon milieu naturel. Ne réagissez pas aussi vite au chat. Attendez, réservons notre jugement, elle a peut-être raison après tout. Ici, on est là pour vérifier des faits. Elle est née le 9 avril 1978, dans le 14e arrondissement de Paris. Attendez! Oui, c'est un des arrondissements les plus chics de la capitale, bien sûr, mais écoutez, peut-être est-elle née dans une chambre de bonne, du mariage de Richard Castéra, pourquoi pas, directeur de Publicis. Pardon! Peut-être est-ce une petite société, une petite PME familiale, qui lui a transmis l'amour du travail bien fait. Cliquons sur Publicis. Publicis Group est une entreprise multinationale française. Ah! C'est l'un des 3 principaux groupes de communication au monde, présent dans une centaine de pays sur les 5 continents et comptant environ 80 000 salariés. Maintenant, on revient en arrière. La seule chose que j'ai héritée de ma famille, c'est l'amour du travail bien fait, du goût de l'effort, la passion du mérite et, manifestement, un peu plus que ça. Soyons clairs, moi je reproche jamais aux gens d'être qui ils sont. Amélie Oudéa Castéra, comme bien d'autres, elle est née dans un milieu privilégié, elle a hérité non seulement d'un énorme capital social, mais je pense que ça, on peut pas le reprocher aux gens. C'est-à-dire que les gens ne sont pas responsables d'être qui ils sont. Si derrière Amélie Oudéa Castéra se prend de passion pour la politique, pour la chose publique et veut s'engager au sein de la collectivité, rien ne l'en empêche. Ses origines sociales ne peuvent pas lui être reprochées, sauf si elle fait mine de ne pas en avoir conscience. C'est une chose, et c'est important de ne pas reprocher aux gens d'être qui ils sont et d'être nés là où ils sont. C'en est une autre, en revanche, de venir des milieux les plus bourgeois et favorisés en France et d'avoir l'audace de dire « je n'ai rien reçu d'autre que l'amour du travail bien fait ». On voudrait faire le moi le symbole d'une caste privilégiée.
Ben oui, c'est une réalité que tu ne peux pas dénier. Et c'est une chose de dire, bah oui, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Cette chance-là, j'ai envie de redonner à la collectivité ce que la collectivité m'a donné. J'ai envie de m'engager au service des autres. Et c'est ok. Ce qui compte d'ailleurs, c'est pas d'où viennent les gens, c'est pas ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils disent, les valeurs qu'ils défendent. Que derrière, elle est l'audace de dire, mais moi, la seule chose que j'ai reçue de mes parents, c'est l'amour du travail bien fait, mais n'importe quoi. Ce qui est pas mal, c'est que là, les gens commencent à comprendre un peu la sociologie bourdieusienne. Les gens voient bien que, effectivement, quand tu commences dans la vie en étant scolarisé dans l'établissement Stanislas, n'est-ce pas, 7 gymnases, 2 piscines, 2 murs d'escalade et évidemment un coût à l'année tout à fait important que ne peuvent supporter que les familles les plus bourgeoises de Paris, tu comprends bien que là, tu pars pas dans la vie exactement au même niveau que quand tu es scolarisé dans un collège de La Courneuve où on a bien du mal à réparer les toilettes. La vie va pas être aussi facile pour les uns et pour les autres. Et ça, c'est pas mal parce que c'est quand même le fondement de la sociologie bourdieusienne qui est toujours un peu compliquée à comprendre. Elle est un peu théorique. Là, elle est en train de devenir quand même très concrète, là. La sociologie bourdieusienne. Ne reprochons pas à Amélie Oudéa Castéra ce qu'elle est. Ce qu'elle est, elle n'en est pas responsable. En revanche, elle est responsable de ce qu'elle dit et de ce qu'elle fait. Et là, pardon, mais ce qu'elle dit, ça me semble relever, à moi, du domaine de l'indécence la plus crasse. Nous continuerons à soutenir le monde du logement social. Voilà, retenez bien cette phrase. La suite va vous surprendre. Nous continuerons à soutenir le monde du logement social. Nous allons aussi contribuer à faire évoluer le monde du logement social. Là, on est passé à faire évoluer le monde du logement social. Alors, c'est pas pareil, attention, hein. Faire évoluer le monde du logement social. Alors, écoutons. Le faire évoluer pour inciter les élus à développer de nouveaux programmes. Nous allons aussi engager un chantier, une réflexion pour faire évoluer le logement social pour qu'il réponde davantage aux classes moyennes. Ah! D'ici 2025, toutes les communes soumises à la loi SRU doivent posséder au moins un quart de logements sociaux sur leur territoire. Nous proposerons et nous mettrons en débat d'ajouter pour une part les logements intermédiaires accessibles à la classe moyenne dans ce calcul des 25%. C'est d'un cynisme. Pour soutenir le monde du logement social, on va en réalité affaiblir les exigences de la loi SRU. La loi SRU qui impose que les communes françaises, de taille moyenne et importante, possèdent 25% de logements sociaux pour précisément loger les Françaises et les Français qui ne parviennent pas à se loger décemment. Une demande de logement social sur 5 satisfaites en 2021. En 2021, 37 000 demandes de logement social ont été satisfaites, soit 18% des demandes actives de l'année. En moyenne, les demandes sont satisfaites au bout de 8 mois d'attente. Le niveau de vie moyen des ménages dont la demande est en cours ou a été satisfaite est de 1100 € par mois. Pour 50% des demandeurs et des personnes logées en 2021, le travail est la source principale de revenus. On ne demande pas à être logé en logement social pour le plaisir ou pour profiter de la collectivité, on demande parce qu'on n'a pas les moyens de se loger ailleurs. Les personnes qui demandent et accèdent au logement social en France sont des personnes modestes, voire pauvres, des familles, pour 50% d'entre elles, des travailleurs pauvres. Et malgré ça, une demande de logement social sur 5 est satisfaite en 2021. Ça veut dire que plus de 80% des demandes de logement social ne sont pas satisfaites. Gabriel Attal vient nous expliquer que la loi SRU, qui impose aux communes 25% de logements sociaux, une loi qui n'est déjà pas respectée dans de très nombreux cas. Il y a de très nombreuses communes, notamment des communes très riches, qui préfèrent payer des amendes plutôt que de créer des logements pour les habitants pauvres ou modestes. Désormais, on pourra atteindre ce seuil de 25% avec des logements qui ne sont pas des logements pour les personnes modestes, mais avec des logements qui sont pour ceux qu'il appelle les classes moyennes. Salut Internet, c'est le Clément du futur pour apporter quelques précisions sur cette question, parce qu'un gros article est paru dans Le Monde et il nous donne des faits qui sont, je crois, absolument capitaux. Le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, Manuel Domergue, qui sait de quoi il parle, précise qu'il a consulté les grilles et que le plafond de ressources pour accéder au logement intermédiaire pour un couple avec 2 enfants à Lille ou à Lyon s'élève à 90 000 € par an, soit 7 500 € par mois. Ça veut dire que ces logements en théorie réservés à la classe dite moyenne peut concerner en réalité des familles qui peuvent avoir jusqu'à 7 500 € de ressources par mois, ce qui est évidemment considérable et les place déjà très largement dans les 10% de Français les plus favorisés. Donc vous voyez, quand on dit il faut soutenir la classe moyenne, comme toujours, ça dépend comment on l'a défini, comment on l'a circonscrit. Et pour finir avec un dernier chiffre qui est tout aussi important, l'Union sociale pour l'habitat rappelle que à ce jour, il y a déjà 2,6 millions de personnes qui sont en attente d'un logement social. On a déjà aujourd'hui une situation dramatique pour les plus pauvres, les plus modestes, qui ne parviennent pas à se loger, qui ne parviennent pas à accéder au logement social, qui vivent dans des situations de précarité parfois dramatiques. Et on va encore diminuer
la part du logement social qui leur est réservée. Les Françaises et les Français appartenant aux classes moyennes, aujourd'hui, ont aussi des difficultés à accéder au logement auquel ils et elles aspirent. Et c'est vrai, et il faut y répondre. Mais là, c'est la décision volontaire de renvoyer une partie des pauvres à des conditions de vie qui seront encore plus dramatiques. Avec cette décision, le gouvernement nous donne son sens des priorités. Ce Premier ministre qui prétend donner la priorité au travail. Il n'a que ce mot à la bouche, prononcé 40 fois dans le discours de politique générale, le travail. Parmi les Françaises et les Français, les plus pauvres et les plus modestes, qui demandent en vain un logement social, il y a 50% de personnes qui tirent leur rémunération du travail. Ce sont des travailleurs et malgré la revendication qui est faite par le gouvernement sur le domaine du logement, ils seront désormais laissés davantage encore à leur sort. Nos compatriotes demandent des services publics qui fonctionnent mieux. Notre réponse, plus de médecins, plus de moyens pour l'école. Votre réponse, le blocage. Nos compatriotes demandent le respect de l'autorité partout sur le territoire. Notre réponse, responsabiliser les parents, renforcer la lutte contre la drogue, une justice plus efficace. Votre réponse, le blocage. On retrouve évidemment le stratagème de l'homme de paille, l'exagération de la position de l'adversaire pour donner l'impression qu'elle est tellement caricaturale qu'elle se réfute en fait d'elle-même. Gabriel Attal assimile le dépôt d'une motion de censure au blocage, donc c'est déjà une exagération qui est tout à fait critiquable, qui est même en grande partie fallacieuse. La motion de censure déposée par les groupes de gauche ne bloque rien. Cette exagération fait l'objet ensuite d'une deuxième exagération, c'est-à-dire vous bloquez tout, c'est votre réponse à tout. Vous voyez, ça c'est un pur homme de paille, c'est-à-dire je pars de la position de l'interlocuteur, de l'adversaire, et je l'exagère tellement qu'elle devient caricaturale et qu'elle finit par se réfuter d'elle-même. Malgré les tentatives de certains, je ne me laisserai jamais intimider. Mais qui t'intimide là, cher ami? Personne n'a menacé de quoi que ce soit, où que ce soit. Il n'y a pas le début du commencement d'un atome d'intimidation. C'est simplement l'utilisation d'une procédure démocratique nécessaire, capitale, fondamentale, qui est celle de déposer une motion de censure au moment où un nouveau gouvernement demande sa confiance, au moment où un nouveau gouvernement vient d'être nommé. On est passé à un degré supérieur de cette stratégie. Il parle maintenant d'intimidation. Comme si on cherchait à l'empêcher de s'exprimer, à l'empêcher de gouverner, à l'empêcher d'agir. L'intimidation, c'est précisément ce qui est au-delà de la frontière de l'acceptable dans une démocratie. Accuser quelqu'un de faire de l'intimidation, c'est porter une accusation très grave. C'est dire à son interlocuteur, tu t'es mis en dehors du champ démocratique. Et faire passer le dépôt d'une motion de censure pour de l'intimidation, là, on est passé au-delà du simple jeu rhétorique. Ça n'est pas simplement, comme on le voit depuis tout à l'heure, une stratégie de l'homme de paille. C'est un acte rhétorique de disqualification de l'autre. Tenter de disqualifier la parole des oppositions, alors que cette parole s'exprime de manière, encore une fois, naturelle. Au sein de l'Assemblée nationale, de la part du Premier ministre, je pense que c'est un jeu dangereux. Vous demandiez un vote, vous l'aurez dans quelques minutes. Mais alors, en accepterez-vous son résultat? Autre règle essentielle en rhétorique, poser la question, c'est insinuer que la question se pose. Ce que Gabriel Attal est en train d'insinuer implicitement, sans le dire, c'est que les députés de gauche seraient séditieux. Ils ont accepté les 31 précédents votes. On peut être contre leur politique, on peut être contre leur style, mais tu ne peux pas leur reprocher d'être des séditieux. À 3 reprises, en pointillé dans son intervention, il mène un procès en disqualification à l'égard des groupes de gauche en général et de la France Insoumise en particulier, qui je crois est totalement fallacieux, ne repose absolument sur rien, et de surcroît je pense c'est grave et dangereux. C'est grave et dangereux quand le gouvernement en place cherche à instiller dans l'esprit des citoyennes et des citoyens l'idée que les députés de l'opposition ne seraient pas légitimes, qu'ils devraient être disqualifiés, qu'ils rechercheraient à sortir de la République. On est au-delà d'un simple procédé fallacieux, je pense qu'on est dans une manœuvre dangereuse qui revient à disqualifier l'opposition dans ce qu'elle a de plus essentiel, c'est-à-dire le fait de s'opposer. La souveraineté alimentaire, c'est quoi? C'est pas l'autarcie, la souveraineté alimentaire. C'est pas l'autosuffisance. C'est que nous décidions que sur un certain nombre de filières où nous sommes déficitaires, nous fassions en sorte de reconquérir cette souveraineté que nous avions il y a 25 ou 30 ans. La souveraineté alimentaire, c'est que dans un certain nombre de domaines, nous reconquérions notre souveraineté. Alors oui, effectivement, c'est une tautologie, la définition d'une chose par cette même chose. La souveraineté alimentaire, c'est donc reconquérir notre souveraineté. Je pourrais tout à fait me laisser convaincre par cette argumentation, cette interprétation, cette définition, tout à fait. C'est surtout plus de production française qui permettra d'avoir plus de produits français. Du coup, la souveraineté alimentaire, c'est juste plus de production française. Mais c'est nul comme définition, non? C'est la capacité à reprendre notre destin en main en matière de production agricole. Alors, pardon. Autant pour moi, la souveraineté alimentaire, c'est reconquérir notre souveraineté dans certaines productions alimentaires. Oui, produire plus pour avoir plus de produits français. D'accord, reprendre notre destin en main en matière de production agricole. Merci, et
c'est de ne pas subir une érosion. La souveraineté, c'est de ne pas être dans la merde. Et de décider des endroits sur lesquels nous avons décidé d'avoir de la croissance. Oui, d'accord, bravo, merci, effectivement. Quand tu décides d'avoir de la croissance, c'est généralement que tu as décidé des endroits sur lesquels tu as décidé d'avoir de la croissance. Bah écoute, merci. J'ai besoin d'avoir une souveraineté qui permette de rayonner à travers le monde et de faire de la géopolitique. J'en peux plus. Mais ça, c'est pas du tout de la souveraineté. La souveraineté, pour moi, c'est un objectif intérieur. La souveraineté ne rayonne pas. Tu regardes pas un État en te disant « Ah, ils ont une belle souveraineté. Ah ouais, ça rayonne ça. » Ça, c'est une souveraineté qui rayonne. En termes de géopolitique, ça va envoyer ça. Ce qui rayonne à l'international et a un impact géopolitique, c'est ta puissance économique, ta puissance militaire, ta puissance culturelle. Et in fine, tout ça peut te permettre précisément de conquérir de grandes marges de souveraineté, c'est-à-dire de décider tel que tu le désires en te libérant du plus de contingence possible pour toi à l'intérieur. Et là, Marc Fesneau utilise la souveraineté comme ce qui te permet de rayonner, mais ça n'a aucun sens. Le continent africain, il m'importe de savoir qu'il ne pourra pas, pour une partie d'entre lui, se nourrir tout seul. Et donc je préfère que ce soit nous que d'autres puissances qui ont des intentions qui sont moins pacifiques. Oui, mais ça, c'est pas de la souveraineté alimentaire, c'est juste de la puissance exportatrice. Vérifions ce que dit Wikipédia. Un concept développé et présenté pour la première fois par Via Campesina lors du sommet de l'alimentation organisé à Rome en 96. Il a depuis été repris et précisé par divers courants altermondialistes. La souveraineté alimentaire est présentée comme un droit international qui laisse la possibilité aux populations, aux États ou aux groupes d'États, de mettre en place les politiques agricoles les mieux adaptées à leur population sans qu'elles puissent avoir un effet négatif sur les populations d'autres pays. Au niveau local, les défenseurs de la souveraineté alimentaire favorisent le maintien d'une agriculture de proximité destinée en priorité à alimenter les marchés régionaux et nationaux. Au niveau international, la souveraineté alimentaire implique une réglementation plus poussée des flux de capitaux et financiers étrangers. Marc Fesneau nous dit, la souveraineté alimentaire, c'est produire plus pour exporter davantage et peser ainsi sur les marchés internationaux. La définition de la souveraineté alimentaire, c'est au contraire une agriculture de proximité qui alimente avant tout les marchés régionaux et nationaux, et c'est une réglementation plus poussée des flux de capitaux et des flux financiers. L'inverse de ce que dit Marc Fesneau. Alors c'est quand même fou, le concept de souveraineté alimentaire, c'est un concept altermondialiste. L'idée de la souveraineté alimentaire, c'est précisément de se reposer moins sur les échanges internationaux et plus sur les circuits courts. Ce qu'a fait le gouvernement, c'est qu'il a repris le mot et il l'a vidé de son contenu. Marc Fesneau en fait une arme d'exportation et de libre-échange. Il nous dit la souveraineté alimentaire, c'est produire plus pour peser plus sur les marchés, pour avoir plus de puissance à l'international. En termes simplement de vocabulaire, ça n'avait aucun sens. Et ça n'est pas un hasard si ça n'a aucun sens en termes de vocabulaire, c'est qu'il a pris un concept, il l'a vidé de son contenu pour lui faire dire l'inverse de ce qu'il dit. Encore une fois, pardon de cette conclusion qui est souvent la même, on est en plein air de la post-vérité, où les mots soit ne veulent plus rien dire, soit, ce qui est pire encore, veulent dire aujourd'hui le contraire de ce qu'ils voulaient dire à l'origine. Le langage est trituré, tripatouillé, dévoyé. Il est même subverti, jusqu'à ce que les mots n'aient plus aucun sens et qu'il soit impossible de savoir de quoi ils parlent. Et c'est ça le vrai problème, c'est un problème de responsabilité. Il est devenu impossible de savoir de quoi il parle. Quand Marc Fesneau dit « nous voulons faire la souveraineté alimentaire », c'est dans l'intitulé de son poste, il est ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. On ne peut pas savoir ce que cela veut dire, et ce que l'on imagine assez logiquement être le sens de cette expression. En fait, on découvre que c'est le contraire. Ils ont le beurre et l'argent du beurre. Ils ont un mot qui fait joli, et des politiques qui n'ont rien à voir avec ce mot. Voilà le fil rouge qui unit la communication de ce gouvernement depuis le début. Ils font sans jamais assumer de dire réellement ce qu'ils font. Autour de la bienveillance, et malgré vos tentatives... Il l'a dit! Le B-word. Emmanuel Kant, dans son essai Sur le lieu commun, écrit la phrase suivante. Un gouvernement qui serait fondé sur le principe de la bienveillance envers le peuple, tel celui du père envers ses enfants, où les individus seraient donc considérés comme des mineurs, incapables de décider ce qui leur est vraiment utile ou nuisible, ce gouvernement est le plus grand despotisme que l'on puisse concevoir. Voilà ce qu'il avait à dire sur les gouvernants qui se prétendaient bienveillants envers le peuple. Se dire bienveillance, c'est prétendre savoir ce qui est bon pour l'autre. Et donc le réduire au silence, tu ne peux rien dire sur ce que je te dis. Tu ne peux rien critiquer de ce que je propose, puisque je propose ce qui est bon pour toi. Je le sais, puisque je suis bienveillant. Vous voyez, c'est ça le mot bienveillance. Il muselle l'opposition, il muselle la critique, il muselle la contestation. Tu ne peux rien dire puisque je suis bienveillant. Méfiez-vous toujours de la bienveillance. N'acceptez jamais
qu'on soit bienveillant à votre égard ou qu'on revendique d'être bienveillant à votre égard, ni dans le management, ni en politique. La politique, comme d'ailleurs la vie dans l'entreprise, sont des lieux, des espaces de clivage, de désaccord. Le désaccord est normal. Tu n'as pas à te dire bienveillant et à revendiquer qu'on soit bienveillant à ton égard. On n'est pas d'accord, on s'affronte, on se confronte, on se dispute, c'est normal. Et à la fin, on tranche. C'est ça l'exercice du rapport de force entre les employeurs et les employés dans la vie de l'entreprise. C'est ça l'exercice du clivage et de la confrontation dans la vie politique, c'est normal. La bienveillance n'a rien à faire ici. La politique, comme la vie dans l'entreprise, ça n'est jamais question de ceux qui sont bienveillants ou malveillants. C'est simplement des intérêts divergents, des valeurs divergentes qui s'affrontent. Et c'est normal. Et il faut le chérir. Parce que cet affrontement, c'est ce qui forge notre vie démocratique. Quand on revendique à votre égard de la bienveillance, c'est que l'on veut vous réduire au silence. Méfiez-vous toujours de cela. Un patron qui revendique de la bienveillance à l'égard des employés, il cherche à faire taire leur contestation. Un politique qui revendique de la bienveillance à l'égard des citoyennes et des citoyens, c'est pareil. Mais pourquoi me contestez-vous ? Je ne suis que bienveillance, je ne veux que votre bien. Tu ne veux pas notre bien, tu exprimes des intérêts ou des valeurs, comme tu es légitime à le faire, comme c'est normal que tu le fasses. Nous en exprimons aussi. Et si on n'est pas d'accord, on s'affronte. Pas parce qu'on est méchant ou malveillant, parce que c'est ainsi que vont les choses et c'est ainsi qu'est la politique. Donc ta bienveillance, tu la remballes. Personne, nulle part. En tout cas pas en politique et pas dans le management. Pour tout ce que vous avez fait, y compris sur le plan matériel, logistique, pour que je puisse être à la tâche, malgré la tempête, 7 jours sur 7. À la tâche malgré la tempête, alors ça c'est intéressant, hein. La tempête c'est vraiment une métaphore déresponsabilisatrice, c'est une manière d'externaliser totalement toute responsabilité dans ce qui lui est arrivé. Là c'est littéralement, tu sors de chez Watt, t'avais mis des bonnes baskets, peut-être même des bottes de pluie, tu vois. T'étais sorti avec ton petit ciré jaune, la capuche bien remontée, un bon parapluie, t'avais prévu qu'il pouvait pleuvoir, mais il y a la tempête, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben voilà, eh ben, même bien protégé, même bien préparé ici à la tempête, qu'est-ce que tu fais? Tu tombes à l'eau mon gars. Qu'est-ce que tu fais? T'es mouillé jusqu'au plus profond de ton âme et de tes os et de ta chair. Voilà, c'est tout est trempé. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Et bah tu subis, tu prends la tempête, tu l'affrontes, t'avances derrière ton petit parapluie comme tu peux. Et tu peux pas, mais qui aurait pu? Personne n'aurait pu, parce que c'est la tempête, parce qu'on est humain, parce que nous restons des individus doués de sensations, qui ressentons la douleur et les difficultés, et que oui, bien sûr, à la fin des fins, à l'impossible, nul n'est tenu. Eh bien, à la fin, oui, qu'est-ce que tu fais? Tu baisses les bras, tu poses ton parapluie, et tu dis la tempête m'a vaincu, mais celle qui viendra après moi, elle, continuera le chemin. La tempête m'a peut-être vaincu moi, mais elle ne triomphera pas de nous. C'est totalement déresponsabilisateur parce que c'est enlever le fait qu'elle est pleinement responsable de cette tempête. T'as acheté un gros seau d'eau en l'air, bizarrement il t'est retombé sur la poire. C'est vraiment une manière de mettre à distance toute responsabilité, d'externaliser toutes les causes d'un échec, alors que pour le coup Amélie Oudéa-Castéra, l'échec vient directement non seulement de ce qu'elle a dit mais de ce qu'elle a fait. C'est pas que t'es sorti et qu'il y a de la tempête, c'est que t'as fait n'importe quoi à ton ministère. Écoutons Sébastien Chenu, Rassemblement national sur la question du droit de grève. Est-ce que c'est un mouvement de grève que vous soutenez? Sur le fond, moi je les comprends parfaitement. Sur le fond, il comprend leurs revendications. Bon, une manière de dire qu'il les soutient, hein, mais... Sur la forme, j'ai des réserves parce que les Français, sincèrement, en bavent tellement que se retrouver à nouveau en période de vacances bloquée, je pense qu'il faut évidemment revoir ça. Sur la forme, il comprend les Français qui se retrouvent bloqués et il faut revoir cela. Écoutons ce que disait Jean-Philippe Tanguy, qui est exactement sur la même ligne en réalité. Hein. Ce qui est certain, c'est que cette grève met au cœur de l'actualité la question des salaires. Le gouvernement ne fait rien pour les salaires, il ne prend aucune mesure. Donc lui aussi, sur le fond, il soutient les revendications, mais... Je regrette que un certain nombre de syndicats choisissent toujours le conflit direct. Il ne comprend pas pourquoi les syndicats choisissent comme cela de pénaliser les Français. Ils comprennent et même en réalité soutiennent les revendications des contrôleurs, notamment celles qui ont trait à leur pouvoir d'achat. Précisons que les contrôleurs, leurs revendications ne se limitent pas du tout au pouvoir d'achat, elles concernent aussi leur retraite et le calcul de leur retraite. Mais laissons ça de côté. Eux, ils se concentrent seulement sur le pouvoir d'achat parce que c'est un de leurs totems, en tout cas elles en ont fait un de leurs totems, donc ils comprennent les revendications des contrôleurs liées au pouvoir d'achat, mais ils ne comprennent pas que les contrôleurs choisissent de pénaliser ainsi les Françaises et les Français qui partent en vacances. Alors, ces deux positions, elles sont évidemment auto-contradictoires dans un conflit social. Quand tu n'as pas réussi à obtenir ta revendication par la négociation, par le dialogue social, quelle arme te reste-t-il? La grève. Il n'y en a qu'une seule, il n'y en a pas d'autre en réalité. Le mouvement social, le conflit, l'exercice du rapport de force entre employés et employeurs, exercice du rapport de force garanti même en réalité par la Constitution, puisque le droit de grève est considéré comme ayant valeur
constitutionnelle. Ils viennent de dire une chose et son contraire. Ça n'est en rhétorique pas du tout anodin. C'est une stratégie totalement volontaire. C'est d'ailleurs une stratégie qu'Emmanuel Macron a exploitée lui-même, notamment durant la présidentielle de 2017, dans laquelle il ne cessait de dire en même temps, je pense cela, et en même temps, je pense aussi autre chose. Cette stratégie rhétorique qui s'exprime ici, c'est celle, je vous le disais, d'utiliser l'attention sélective. Nous autres êtres humains avons un point en commun, c'est que nous détestons changer d'avis. Une fois qu'on s'est forgé une idée, un jugement, une opinion sur un sujet, on déteste avoir à l'abandonner, on déteste avoir à l'amender. Nous avons une tendance naturelle à ne retenir que les informations qui nous confirment dans ce que nous pensions déjà. C'est ce qu'on appelle l'attention sélective. On peut aussi parler de biais de confirmation, mais c'est exactement la même chose. Dans les informations qui nous entourent, on a toujours tendance à aller rechercher celles qui nous confortent dans ce que nous pensions déjà. Ces phrases prononcées en l'occurrence par le Rassemblement national, cette position, elle est en réalité totalement déloyale parce qu'elle exploite cela chez les auditrices et les auditeurs. En disant une chose et en même temps son contraire, tu es certain de mettre tout le monde de ton côté, alors même que les gens sont en désaccord. C'est quand même magique. Alors bien sûr, c'est déloyal, parce qu'en fait, tu as tenu deux positions qui sont contradictoires, donc on ne sait pas ce que tu penses. Que pense réellement le Rassemblement national sur le mouvement des contrôleurs? Est-ce qu'ils le soutiennent ou est-ce qu'ils le fustigent? On ne le sait pas. C'est impossible de le savoir puisqu'ils ont dit deux choses qui sont auto-contradictoires. Là, il y a évidemment un véritable problème de déloyauté politique. Tu n'acceptes pas de prendre la responsabilité de ce que tu soutiens. Tu n'acceptes pas de prendre la responsabilité de ce que tu penses, de ce que tu dis. C'est intéressant parce que jusqu'à présent, le Rassemblement national, l'extrême droite française, s'assumait, s'acceptait comme un parti clivant. Il cherche désormais à être ce qu'en sciences politiques on appelle un parti attrape-tout, un parti qui cherche à plaire à tout le monde, ou à minima, qui cherche à ne déplaire à personne. Il faut prendre conscience de cette stratégie qui désormais est la leur, et en même temps, oserais-je dire, il ne faut absolument pas être dupe du procédé. Ce qui s'est passé là, c'est que sur la grève, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Ils exploitent au fond l'art de ne pas dire. Le macronisme l'a érigé en méthode de gouvernement, l'a érigé en style de gouvernement. Voilà désormais le Rassemblement national qui s'empare exactement de la même arme. C'est aussi une stratégie efficace dont on a vu qu'elle pouvait, hélas, distordre le débat public au point de faire gagner des élections. Gérald Darmanin, en visite à Mayotte, a annoncé la fin du droit du sol à Mayotte. Les enfants de familles comoriennes, alors de familles étrangères, mais en réalité ça vise avant toute chose les Comoriens, puisqu'il y a à Mayotte une immigration sans papier venue des Comores qui est très importante. En 2017, on estimait qu'une personne sur deux à Mayotte était étrangère. S'ils parviennent à faire adopter leur réforme, ce qui est évidemment tout à fait improbable, puisque ça nécessite une réforme constitutionnelle. Le droit du sol sera définitivement supprimé à Mayotte, c'est-à-dire que les enfants nés dans des familles étrangères ne pourront jamais obtenir la nationalité française. On parle d'un enjeu politique qui n'a rien à voir avec l'immigration sur le territoire métropolitain. Mayotte, c'est une île située à 70 km des côtes d'un autre pays où le PIB par habitant est 6 fois inférieur. Et en plus, les traditions de circulation des Comores jusqu'à Mayotte sont très anciennes. C'est un contexte qui est extrêmement particulier. Ça n'est pas une question de degré, c'est une question de nature. En métropole, on a probablement quelques dizaines de milliers d'exilés sans papier qui arrivent sur le territoire chaque année dans une terre de 65 millions d'habitants. Au regard de son poids démographique et de son poids économique au sein de l'Union européenne, la France accueille moins d'immigrés que ses voisins. Ça, c'est l'échelle métropolitaine. Cet enjeu migratoire se pose d'une manière totalement différente à Mayotte. Est-ce que ça veut dire que, du coup, la solution de Darmanin est la bonne ? Probablement pas. Il faut rappeler qu'ils ont déjà durci le droit de la nationalité en 2018. Il faut rappeler que le droit du sol aujourd'hui à Mayotte est déjà tout à fait limité et ne s'applique plus aux familles en situation irrégulière. Donc en fait, les situations qui sont fustigées par l'extrême droite, qui sont fustigées par Darmanin et qui sont fustigées par une partie des Mahorais, c'est-à-dire le fait que venir à Mayotte en situation irrégulière, on y serait incité pour que ses enfants deviennent français. Aujourd'hui, c'est déjà plus le cas. Depuis 2018, si tu viens à Mayotte en situation irrégulière, tes enfants de toute façon ne seront pas français. Donc, question, qu'est-ce que ça a changé depuis 2018 ? Réponse, rien. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de durcir cette législation, c'est bien la preuve qu'elle n'a pas marché. La solution, ça n'est absolument pas un durcissement du droit de la nationalité, parce qu'en fait, les gens ne viennent pas simplement pour que leurs enfants soient français, ils viennent en souhaitant que leurs enfants aient une vie plus heureuse que la leur. Mais ils viennent aussi simplement pour eux, simplement parce qu'ils cherchent refuge. De fait, à Mayotte, il faut regarder les choses de manière lucide. Ça a un impact majeur sur les services publics mahorais. Mais par contre, c'est pas la loi du gouvernement qui va changer quoi que ce soit. On en vient à ce papier. Comment Mayotte est devenu le laboratoire idéologique de l'extrême droite. Qu'importe l'issue incertaine d'une telle réforme constitutionnelle, l'extrême droite
et une partie de la droite a vite réclamé son extension à l'ensemble du territoire national. Jordan Bardella, le lundi 12 février sur France Info, dit, je cite, « Ce qui est en train de se passer à Mayotte est à regarder avec grand intérêt parce que c'est le futur de notre territoire. » Sans appuyer ses prédictions sur plus de données démographiques, sa concurrente, tête de liste reconquête aux élections européennes de juin, Marion Maréchal, estimait elle aussi la veille que « ce que vit Mayotte aujourd'hui, c'est ce que vivra la métropole dans 30, 40, 50 ans si nous n'y faisons rien. » À la seconde où Gérald Darmanin propose la suppression du droit du sol à Mayotte, dont on vient de voir, pour toutes les raisons que j'ai expliquées, que ça ne résoudrait rien derrière, l'extrême droite embraye en disant « c'est très bien ». Et de toute façon, ce qui se passe là à Mayotte ne fait que préfigurer ce qu'il faudra faire sur le territoire. L'extrême droite utilise la décision de Gérald Darmanin pour dire « voilà, c'est bien et c'est ce qu'il faudrait faire partout ». La situation mahoraise, elle est effectivement très préoccupante, elle est effectivement très difficile. Et il faut effectivement s'occuper des Mahoraises et des Mahorais, ne serait-ce qu'en rétablissant d'ores et déjà un service public digne de ce qu'il doit être au sein de la République française, notamment pour ce qui est de l'eau potable. Mais ça n'a rien à voir. Je vous disais, le vrai problème, c'est que Gérald Darmanin, avec cette loi, vient encore une fois de donner une victoire idéologique majeure au Rassemblement national. Forcément, hein, quand tu entrouvres la porte derrière, c'est beaucoup plus facile d'y aller au pied de biche pour l'ouvrir totalement. Ils disent déjà qu'il faut élargir ça à l'entièreté de la République française. Derrière, quand nous, on viendra expliquer que c'est une rupture majeure dans l'histoire de la République, que c'est condamner des enfants qui n'ont rien demandé à personne à un devenir malheureux. Le Rassemblement national répondra, mais de quoi vous parlez là? De quoi vous... Comment ça, extrémiste? Je vous rappelle que c'est Gérald Darmanin qui l'a proposé. Ce gouvernement élu sur la promesse de faire reculer l'extrême droite et qui là est en train de valider une à une toutes leurs analyses, est en train de donner du crédit une à une à toutes leurs hypothèses qui fondent toute leur idéologie, c'est d'un cynisme, d'une hypocrisie atterrante. J'en viens même à me demander si c'est du cynisme et de l'hypocrisie ou de la bêtise. Dans un entretien inédit à l'Humanité, Emmanuel Macron veut convaincre qu'il ne mène pas une politique d'extrême droite. Alors déjà, quand t'en es à devoir convaincre que tu ne mènes pas une politique d'extrême droite, j'ai envie de dire que t'as déjà perdu le jeu, tu vois. Regardez ce qui se passe ici. Emmanuel Macron met sur le même plan le RN et des groupes d'extrême gauche qui n'adhèrent pas à la République et à ses valeurs. Un propos qu'il doit nuancer face aux objections du quotidien communiste. Certaines personnalités de la France insoumise, par leur position, combattent les valeurs de la République. Alors c'est pas du tout pareil. On voit le backflip évidemment, hein, le triple axel, on retombe sur ses pattes. Si on me dit, ceux qui sont en dehors de l'arc républicain, c'est ceux qui ne respectent pas les valeurs de la République. Je peux l'accepter. Par contre, une fois qu'on a dit ça, moi je pose la question, c'est quoi les valeurs de la République? Je ne vois qu'une seule réponse possible. Liberté, égalité, fraternité. Ce qu'on a gravé sur le fronton de toutes nos mairies. Allez, on ajoute la laïcité, qui est inscrite dans notre constitution. Est-ce que la laïcité, c'est une valeur de la République? Selon moi, ça peut se débattre. Mais à la limite, pourquoi pas? Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? La liberté, d'accord, mais jusqu'où? Personne n'est d'accord. Est-ce que la liberté, c'est la liberté pour les femmes de pratiquer la gestation pour autrui? Je pense qu'on ne serait pas d'accord. L'égalité, d'accord. Mais l'égalité entre qui? L'égalité jusqu'à où? La pure égalité des droits ou une forme d'égalité des conditions? La fraternité, alors ça c'est quand même fabuleux, la fraternité, d'accord, mais envers qui? La fraternité envers les exilés qui arrivent sur notre sol et qui demandent notre compassion et notre asile. La laïcité, selon quelle définition? Jean Bobéro, expert français de la laïcité, juriste, professeur de droit, reconnu, estimait que la loi de 2004 interdisant les signes religieux ostensibles à l'école était en rupture avec la tradition française de la laïcité. Patrick Veil, historien, grand spécialiste de l'immigration, grand spécialiste de la laïcité, estime lui que la loi de 2004 est un prolongement de la loi de 1905. Qui a raison? Ce que je suis en train de vous montrer, c'est que les valeurs de la République, c'est une tarte à la crème. Nice. Les valeurs de la République, il faut arrêter de croire que c'est une aune à laquelle on peut passer les déclarations des uns et des autres. Les valeurs de la République, on est capable de les nommer. La réalité, c'est qu'on n'est pas capable de les définir. Ou plutôt, on en donnerait chacun et chacune d'entre nous une définition différente. Dire ceux qui respectent les valeurs de la République sont ceux qui respectent liberté, égalité, fraternité, laïcité, ça n'est rien dire du tout, puisqu'on a toutes et tous une définition différente de ces valeurs. Et c'est bien, parce que cette définition différente de ces valeurs, c'est ce qui fonde en réalité le fait qu'on ait toutes et tous une idéologie différente, des valeurs différentes, une vision du monde différente. Et quand on dit ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on fait de la politique. On dit qu'on n'a pas toutes et tous la même conception de la fraternité, qu'on va s'affronter. C'est normal qu'on le fasse. C'est ça la politique. C'est ne pas être d'accord sur des questions essentielles. Les valeurs de la République, on les a gravées sur le fronton de nos mairies. Mais
il faut avoir la lucidité de reconnaître que personne n'en a le monopole. Je reviens à certaines personnalités de la France insoumise combattent les valeurs de la République. Mais qui est-il pour dire ça? Emmanuel Macron, quand il dit cela, il s'érige le droit de définir quelles sont les valeurs de la République. Ce droit ne lui appartient pas. C'est normal que nous soyons en désaccord sur l'interprétation que nous donnons des valeurs de la République. La définition de la politique, c'est précisément d'être en désaccord sur l'essentiel. Et voyez, ce qui est terrible, c'est que Emmanuel Macron, depuis le tout début de son mandat, fait de la dépolitisation. Emmanuel Macron qui sur toutes les questions prétend ne pas avoir d'idéologie, ne pas être un idéologue, faire du pragmatisme. Là, quand il dit ça, il fait de l'idéologie. Il impose son idéologie, la sienne, sa vision des valeurs de la République. Dans sa vision des valeurs de la République, quand certaines personnalités de la France insoumise défendent le droit pour les jeunes filles de porter l'abaya à l'école, ces personnalités se mettraient en dehors des valeurs de la République. Mais pas du tout. Il a le droit de penser que ce sera envoyer le pays dans la mauvaise direction. Il a le droit de penser que ça n'est pas sa conception, la conception que lui se fait de la laïcité et pour laquelle il est prêt à se battre. Il a le droit de penser tout cela. Il n'a pas le droit de dire que c'est en dehors des valeurs de la République parce qu'il n'a pas le droit de les définir, ces valeurs. On les a nommées, on est d'accord sur la liste, on n'est pas d'accord sur leur définition. J'ai vu que c'est Libé qui relayait ça en milieu de semaine, que Meta allait maintenant downgrader les contenus politiques dans ses fils d'actualité, Threads, Instagram, Facebook. En fait, ça part d'une bonne intention, c'est de dire, nous faisons le constat, nous, Meta, que nos réseaux sont utilisés pour faire de la désinformation, pour relayer des appels à la haine, pour relayer des contenus qui créent de l'engagement, c'est-à-dire qui créent de l'indignation, de la colère. Beaucoup de contenus liés à l'extrême droite, voire au suprémacisme, voire poussés directement par la Russie. Et donc, pour en finir avec cette utilisation de nos réseaux sociaux, Meta décide de downgrader, de rétrograder sur son fil les contenus politiques. Je pense que les réseaux sociaux sont, je l'ai toujours dit, un fragment de l'espace public mondial. Je pense que les réseaux sociaux ont aujourd'hui un rôle capital à jouer dans le débat public et le débat politique à l'échelle mondiale. Je pense que c'est important qu'on puisse parler politique sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est ce que fait Twitter.com, c'est-à-dire pousser les contenus clivants, pousser les contenus qui suscitent de l'indignation, pousser dans le fil des individus les contenus qui vont les trigger. On peut estimer que c'est peut-être pas ça la bonne utilisation des réseaux sociaux. Je vous avoue que la conclusion qu'en tire Meta, qui est de dire on va tout rétrograder, on va tout downgrader, on va moins afficher des contenus politiques et davantage des photos de chats et des vidéos bien-être, ça me fait hausser un sourcil et surtout je me dis, attendez, on en est au point où certains ne parviennent plus à distinguer un discours écrit par ChatGPT d'un discours écrit par un être humain et vous allez me dire que vous n'êtes pas capable de trier entre les contenus politiques qui participent au débat public et les contenus clivants qui sont de l'appel à la haine. Les vidéos que je poste sur Instagram, les vues ont été divisées par 3 du jour au lendemain. Donc à titre personnel, évidemment, ça me fait chier. Mais par ailleurs, je pense que c'est vraiment dommageable. Je pense qu'en fait que c'est d'autant plus dommageable que en fait Instagram est en train de devenir le nouveau Twitter. J'ai émis le souhait que Threads remplace Twitter parce que débattre politique sur le réseau de Musk, c'est devenu plus possible, quoi. Et bon, Threads... je dirais pas que c'est un échec, mais je dirais quand même que pour l'instant, ça n'a pas vraiment marché. Et en fait, en réalité, ce qu'on voyait, c'était que c'était Instagram qui était en train de devenir le nouveau Twitter, un Twitter centré plutôt sur la vidéo, et c'est très bien. Et en fait, là, Meta a complètement coupé cet élan politique qu'on voyait fleurir sur Instagram. Et en fait, c'est un vrai problème, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le seul réseau sur lequel débattre politique, ça reste Twitter.com. Et franchement, Twitter.com, c'est le caniveau, quoi. Moi, je m'en fiche, c'est pas, j'ai le cuir solide, m'en prendre plein la poire par l'extrême droitosphère, comment vous dire que c'est devenu la routine du matin, quoi. Et c'est un vrai problème, parce que c'est le cas pour tout le monde, en fait. Tu ne peux plus débattre politique sur Twitter, en fait, tu ne fais que tendre la joue à un déversoir d'insultes. Si c'est ça le dernier endroit où tu peux parler politique, on a un vrai problème. Ça me fait réinterroger, vous voyez, ce que je disais justement au moment de la sortie de Threads, où j'appelais de mes vœux à une migration de Twitter vers Threads. S'il faut s'en remettre à Mark Zuckerberg pour ne pas dépendre d'Elon Musk, entre deux mots, je choisis le moindre. Heureusement, quelque part, que cette migration ne s'est pas faite, parce que sinon, ça voudrait dire que tous les réseaux sociaux seraient aujourd'hui aux mains de Zuckerberg. Et en fait, là, tu te rends compte que de la situation de monopole et des risques que cela fait courir, c'est-à-dire, du jour au lendemain, Zuckerberg se lève, se dit « Oh, en fait, on va downgrader les contenus politiques », et t'es là genre « Ok, super, on n'a plus d'espace public pour débattre, c'est génial ». Enfin, ça te montre la situation complètement délirante dans laquelle on est aujourd'hui. J'en prends conscience et je plaide coupable de naïveté. Nous, société humaine centrée sur le débat public, nous prenons conscience de la dépendance que nous avons à l'égard d'individus, même pas de société, d'individus, de quelques connards qui contrôlent ça tout seuls depuis leur bureau. C'est impossible. Un réseau social à la française, enfin ça marcherait pas. Un réseau social européen, ça marcherait probablement pas non plus, mais bon, au moins on pourrait espérer. Non, mais arrêtez de me parler de Mastodonte, vous êtes des oufs. J'ai déjà expliqué 50 000 fois, Mastodonte ça n'a jamais marché, ça marchera jamais, pardon. Et Blue Sky,
Donc voilà, on en est là. Du jour au lendemain, en tant que créateur de contenu politique sur le réseau social dans lequel tu t'investis, tu te rends compte que tes contenus sont 3 fois moins relayés, donc sont vus 3 fois moins. À titre politique, ça m'emmerde parce que si Instagram c'est un réseau où on regarde des vidéos de chats, pardon, mais ça m'intéresse pas quoi, c'est vraiment un cauchemar. On est toujours en train de parler de la remise en cause du droit de grève. Ce mardi, Marie Le Bec, ministre chargée des relations avec le Parlement, est invitée de Sud Radio. Déjà, je crois qu'il est nul besoin de redire à votre antenne que le droit de grève est un droit qui est protégé constitutionnellement. Pour autant... C'est ce qui vient après le mais qui prédomine. Ça marche aussi avec le pour autant. Nous sommes dans un moment qui est de vacances scolaires et je crois qu'au-delà de la question des vacances, c'est souvent pour les familles l'occasion de se retrouver et je pense notamment aux familles recomposées où parfois les parents habitent loin l'un de l'autre, les parents sont séparés. On pourrait presque appeler ça un argumentum ad familia. L'argumentum ad familiam qui consiste à s'appuyer sur le malheur supposé ou réel des familles pour détourner l'attention d'un argument ou d'une réalité qui, lui ou elle, devrait être pertinent ou perçu comme rigoureux. Donc ici, oui bon d'accord, le droit de grève est constitutionnel, ok c'est bon. Mais moi je pense aux familles. On pourrait tout à fait lui objecter que derrière les contrôleurs, contrôleuses qui font grève, il y a aussi des familles. Familles pour qui une grève c'est pas rigolo, hein, encore une fois, c'est une perte nette de pouvoir d'achat. 30 secondes d'interview et on a déjà bien sûr un petit pour autant tout à fait malicieux, ainsi qu'un argumentum ad familiam. On est sur de la bonne qualité là. Hein. Je crois que la question de la protection de ce droit de grève, elle est essentielle, mais je crois qu'on peut... Et de deux, hein. Je crois que la protection de ce droit de grève, elle est essentielle, mais je crois que... s'interroger sur le recours au droit de grève quand on a une mission de service public. Donc là, elle est en train de dire le droit de grève doit être protégé, mais je crois qu'on va quand même limiter le droit de grève. Et la grève, c'est un droit légitime, mais... Troisième reprise. La grève, c'est un droit légitime. Mais... Je crois qu'il y a des moments où on peut estimer qu'il faut sanctuariser ces périodes. Et voilà! On y est! 3 étapes. Gabriel Attal. Les Français sont très attachés au droit de grève et je crois qu'ils savent aussi que travailler c'est un devoir. Étape numéro 2. Quelques jours plus tard, dimanche, Catherine Vautrin, Marc Fesneau, qui disent... Prendre systématiquement nos concitoyens en otage au moment des vacances, ça n'est pas acceptable. Il me semble qu'on a besoin de travailler sur un service minimum. Donc là, la menace se précisait. On n'a pas encore de proposition formulée, mais on a déjà une remise en cause explicite du droit de grève. Hier, Marie Le Bec, Sud Radio. Estimer qu'il faut sanctuariser ces périodes. Sanctuariser, c'est très joli comme terme. Il est connoté tout à fait positivement. Les sanctuaires, après tout, c'est les endroits où nous sommes protégés. Bon, ça veut dire limiter le droit de grève. Est-ce que ça peut faire l'objet d'un accord autre avec les représentants syndicaux? Mais là, on est en plein délire. Vous me direz, quelle IA, je la regarde. Bonjour, on est bien devant, c'est bien Sudrail et CGT cheminot, c'est bien ça? Voilà, bonjour. Alors n'hésitez pas, hein, il y a du café, c'est dégueu par contre. Mais bon, vous avez une idée? On s'est dit que peut-être, 60 jours par an, voilà, on pourrait interdire le droit de grève. On s'est dit ça. Pour les enfants, hein, qui n'aime pas les enfants, hein, pour les enfants, le bonheur des enfants, pour les familles, une chouquette, c'est vous qui décidez, hein, on s'est dit, et pourquoi pas? Alors, est-ce que on en discute? Regardez ce qui est en train de se passer. En l'espace de 10 jours, on est passé de... Travailler c'est un devoir. À... sanctuariser ces périodes. L'étape suivante, tout le monde la connaît, c'est de dire, bon bah, on en a parlé aux syndicats, ils sont contre. Eh ben c'est pas grave, on le fait passer par la loi. C'est exactement la même idée. Si tu prends une grenouille, que tu la jettes dans l'eau bouillante, la grenouille touchant l'eau bouillante va rebondir, s'extraire de l'eau. Si tu mets une grenouille dans l'eau froide et que tu fais monter doucement la température, c'est la métaphore classique. Quand l'eau va devenir brûlante, en fait, il sera déjà trop tard. Elle n'aura déjà plus les ressources pour s'en extraire. Il y a manifestement ici une tentative d'ingénierie sociale, c'est-à-dire utiliser des techniques de communication qui permettent de produire le consentement de la société, voué à attaquer clairement le droit de grève dans l'un des secteurs où il est le plus efficace, c'est-à-dire les transports. Je sais pas si vous avez vu l'interview de Darmanin dans Paris Match, longue interview par Laurence Ferrari, avec des questions évidemment d'une neutralité absolue. La décision du Conseil d'État qui demande à l'Arcom de mieux réguler ces news représente-t-elle une forme de censure, une police de la pensée? Très neutre, très respect de la neutralité journalistique. Par nature, je ne commente pas les décisions de justice, point. Du coup, c'est la fin de la réponse. De mon point de vue de citoyen... Évidemment, hein, le citoyen Darmanin, bien sûr, qui, comme chacun sait, n'a aucune responsabilité politique, hein, donc évidemment, il peut se permettre de donner son point de vue de citoyen. De mon point de vue de citoyen, je pense qu'il n'est jamais bon que l'État ou qu'une puissance publique, quelle qu'elle soit, dise ce qu'il faut entendre à la télévision, à la radio ou lire dans un journal. C'est juste le Conseil d'État qui est une juridiction qui s'applique en tant que telle à faire respecter
les lois de la République française, voilà, ça s'appelle l'état de droit, hein, un état qui se soumet aux règles qu'il édicte et qui donc s'impose lui-même de faire respecter la loi qu'il a votée. Voilà. La pluralité des expressions, des opinions fait que si l'on n'est pas content de ce qui se passe à la télé, on change de chaîne. Ah bah voilà, c'est un peu comme sur Twitch. Si vous trouvez que par exemple ce stream avance trop lentement, bon bah cassez-vous. Il y a Mintos en ce moment qui stream, ouais, très bon stream, le stream de Mintos, bien sûr. Donc là c'est pareil, ouais. Si tu n'es pas content, bah tu changes de chaîne évidemment. Et personne ne peut imposer ce que Philippe Muret appela l'empire du bien. Les Français sont de grandes personnes qui font leur choix eux-mêmes sans avoir besoin de tuteurs de morale. Les canaux TNT sont des ressources précieuses, particulièrement le canal de CNews qui arrive très tôt, juste après BFM TV. Il faut aller beaucoup plus loin, 26-27 pour avoir LCI France Info, et évidemment beaucoup plus loin pour avoir Le Média par exemple. Tu peux pas dire si les Français sont pas contents, ils changent de chaîne quand tu vois la puissance, l'impact qu'entraîne le fait d'être un canal TNT. Nous lisons la décision du Conseil d'État, puisque c'est elle qui est en cause. Saisi par l'association Reporters sans frontières, le Conseil d'État juge que, pour apprécier le respect par une chaîne de télévision, quelle qu'elle soit, du pluralisme de l'information, l'ARCOM doit prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion représentés par l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités, et pas uniquement le temps d'intervention des personnalités politiques. C'est l'argument utilisé par CNews pour dire « non mais nous respectons le pluralisme », qui consiste à dire « regardez, quand on regarde les temps de parole, on est à peu près dans les clous. » Ça masque le fait que, quand on regarde les opinions exprimées par leurs chroniqueurs, par leurs éditorialistes, voire par leurs journalistes présentateurs maison, on a un déséquilibre évidemment massif en faveur d'opinions qui s'ancrent à droite, voire à l'extrême droite du champ politique français. Je vous rappelle que CNews a retourné son logo en soutien au mouvement des agriculteurs. CNews, dans ce qu'elle a de plus institutionnel, son habillage, est venu soutenir un mouvement social. Comment aurait-on apprécié le fait que LCI, par exemple, au moment de la réforme des retraites, barre son logo d'un bandeau avec marqué 64 ans, c'est oui. Tout le monde aurait dit, mais attendez, c'est délirant. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait CNews. Là, on voit que le Conseil d'État se contente de rappeler cette chaîne à un de ses devoirs inclus dans la loi, qui est le devoir de respect du pluralisme de l'information. Le Conseil d'État s'est contenté de rappeler la loi du 30 septembre 86 qui impose aux chaînes qui font de l'information d'assurer l'honnêteté, le pluralisme et l'indépendance de leur information. Voilà, ça c'est la décision du Conseil d'État. Et Gérald Darmanin, il n'est jamais bon que l'État ou qu'une puissance publique, quelle qu'elle soit, dise ce qu'il faut entendre à la télévision, à la radio ou lire dans un journal. Ça n'est absolument pas ce qu'a fait le Conseil d'État. Encore une fois, plus haute juridiction administrative française, l'une des pièces maîtresses du pouvoir judiciaire qui est l'un des 3 pouvoirs en France garantis en théorie par la séparation des pouvoirs. Et on a Gérald Darmanin qui invisibilise complètement le fait que ça vient d'une juridiction. Hein. Il prononce absolument pas le mot Conseil d'État, juridiction, l'État ou une puissance publique quelle qu'elle soit. Non, le Conseil d'État se contente de demander que les lois de la République soient respectées. Et lui, il trouve que ça n'est pas bon. Quand tu as des responsables, en l'occurrence Gérald Darmanin, qui n'ont que le mot République à la bouche, que le mot respecter les lois, respecter le cadre républicain, et que derrière, quand il s'agit de faire respecter le cadre républicain, puis un cadre important, hein, puisque c'est le cadre juridique qui s'applique à l'information, et ben là on est là genre non mais quand même. On a dans les colonnes d'un journal possédé par un individu privé, milliardaire Vincent Bolloré, un ministre de la République qui conspue, délégitime, attaque l'une des institutions les plus capitales de la République, et ce, dans l'intérêt de ce même milliardaire. Mais ça va, puisque c'est son point de vue de citoyen, c'est bon, hein, voilà. Qu'un ministre de la République trouve que ça ne soit pas bon que la plus haute juridiction administrative demande à ce que les lois de la République soient respectées, c'est, de la part du ministre de l'Intérieur, une sacrée attaque sur le pouvoir judiciaire. On va parler, bien sûr, de cette une de la Marseillaise, alors que s'ouvre le salon de l'agriculture. Emmanuel Macron face au syndicat agricole MODEF, avec cette citation en une: « Les smicards préfèrent des abonnements VOD à une alimentation plus saine ». C'est le retour du mépris de classe, en tout cas si on en croit cette citation, c'est important, car elle a été démentie par la suite. Souvenez-vous, c'était il y a plusieurs semaines déjà. On débriefait sa grande conférence de presse, dans laquelle il a employé ce mot, les smicards. Et je vous avais dit, il y a quelque chose de péjoratif dans ce terme, il y a quelque chose de très méprisant d'entendre ce mot dans la bouche du président de la République. 3 semaines plus tard, bah alors les pauvres! Je vous renvoie vers ce livre de Denis Colombi, Où va l'argent des pauvres, qui évidemment bat en brèche sous ses faux a priori, sur l'idée que, au fond, si les pauvres sont pauvres, c'est qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Ce que montre Denis Colombi, c'est que précisément, la pauvreté t'impose de savoir
parfaitement gérer ton argent et que en réalité les pauvres gèrent bien du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. C'est le moment d'aller voir l'article de la Marseillaise. La présidence de la République dément ces propos rapportés qui n'auraient pas dû se retrouver entre guillemets en une d'un journal, réagit l'Élysée, assurant avec force qu'ils n'ont jamais été tenus par Emmanuel Macron. Du côté du MODEF, on maintient. Oui, nous y étions plusieurs et je confirme bien que nous avons entendu cela, indique Raymond Girardi, vice-président du syndicat agricole. L'AFP a interrogé Lucie Illy, autre vice-présidente du MODEF, également présente à la réunion, qui rapporte des propos différents d'Emmanuel Macron, mais dont le fond est le même. Bien se nourrir est un choix de vie, alors qu'on a 70 chaînes gratuites en France, on peut se passer d'un abonnement télé pour se payer des pommes bio. Interrogé par TF1 lors de son passage mouvementé au Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron s'est écrié « Déontologiquement, c'est honteux. Je n'ai jamais prononcé une phrase comme ça. J'ai dit ce que j'ai dit plusieurs fois publiquement. Le problème que nous avons dans notre pays aujourd'hui, c'est que la part du revenu que les Français allouent à l'alimentation, en 30 ans, elle a baissé. Les gens, ils dépensent plus d'argent pour le logement, pour les abonnements téléphoniques, pour des voyages pour la télévision. C'est-à-dire que le mode de vie a changé et ils dépensent en proportion moins pour l'alimentation. Il n'y a jamais eu une formule comme celle-ci. Sur l'argument qu'il donne, c'est quand même très intéressant. Ça vous montre comment est-ce qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Emmanuel Macron dit tout de même la part du budget consacré par les Français à leur alimentation a baissé par rapport à il y a 10 ans. Ça vous montre bien que les gens ont moins envie de bien s'alimenter. Ça, c'est la différence entre une donnée et son interprétation. Il le dit lui-même dans la vidéo TF1 qu'on vient d'entendre. En proportion, dit-il, les Français consacrent dans leur budget plus d'argent au logement. On va aller voir l'INSEE. En moyenne, en France, les ménages consacrent, je vais arrondir, 20% de leurs revenus à leur logement. Mais les 25% des ménages les plus modestes consacrent, eux, ils sont majoritairement locataires, 32% de leurs revenus à leurs dépenses en logement. Un tiers des revenus des plus pauvres sont dédiés aux dépenses de logement, contre 14%, moins de 15% pour les ménages les plus aisés, pour les locataires qui n'ont pas pu avoir accès à un logement social. Jusque 45%, près de la moitié de leurs revenus sont consacrés aux dépenses de logement. C'est 6 à 8 points de plus qu'il y a une dizaine d'années. Les Français les plus pauvres dépensent, malgré eux, de plus en plus d'argent à se loger parce que les prix des loyers n'ont cessé d'augmenter. La première chose que tu fais quand tu n'as pas d'argent, c'est mettre un toit sur ta tête. Règle numéro 1, d'abord tu payes ton loyer. Règle numéro 2, le reste on voit après. Et si tu peux pas payer ta facture EDF, c'est la merde, mais c'est moins grave que pas payer son loyer. Vous allez me dire, soit. Mais si les Françaises et les Français ne payaient pas d'abonnement Disney+, est-ce qu'ils pourraient pas acheter davantage de pommes bio? Entre 61 et 2021, les Français consacrent une part un peu plus importante de leur budget aux communications, aux loisirs et à la culture. 2 points de plus. On précise que par ailleurs, ce ne sont plus du tout des dépenses facultatives, accessoires. C'est pas pour rien si on parle de la fracture numérique. Tu ne peux pas te passer d'un abonnement internet aujourd'hui. Même les abonnements Netflix, c'est totalement ignorer la place qu'occupent aujourd'hui les plateformes de diffusion dans nos vies sociales. Les contenus culturels les plus consommés sont du commun, font société. Ça alimente les discussions à la machine à café, mais ça alimente aussi et surtout les discussions dans les cours de récré. Quand Emmanuel Macron fait passer ça comme des dépenses superflues, comme des dépenses annexes, accessoires, comme du luxe, comme les pauvres gèrent mal leur argent, non. Les pauvres arbitrent. Tu n'es pas irresponsable. Tu ne te dis pas « je vais préférer le loisir, je vais préférer les abonnements Disney+, et Netflix parce que je suis manifestement un crétin et que je sais pas gérer mon argent. Et derrière, ah bah tiens, c'est marrant, j'ai plus d'argent à la fin du mois, bon bah je vais manger des pâtes. » C'est pas comme ça que ça se passe. Tu arbitres entre des nécessités différentes. La nécessité, oui, bien sûr, de faire bien manger tes gamins, et dans la mesure du possible, tu le fais. Et puis la nécessité aussi d'offrir l'accès à tes enfants à des contenus qui sont des contenus culturels et qui créent du lien social. Il y a en creux, en filigrane, dans ses propos, l'idée que les pauvres géreraient mal leur argent et que c'est de leur faute s'ils mangent mal. Et donc, par extension, c'est de leur faute si les agriculteurs vivent mal. C'est ça qu'il dit Emmanuel Macron, c'est ça qu'on entend. On est de retour dans le paternalisme le plus cru. Vous savez, cette bienveillance qu'Emmanuel Macron revendique et qui signifie, c'est ça la définition d'être bienveillant, c'est savoir ce qui est bon pour l'autre. C'est le président de la République qui prétend savoir mieux que les pauvres ce qui est bon pour les pauvres. La réalité, c'est que si les pauvres sont dans cette situation, c'est d'une part parce que leurs dépenses de logement ont augmenté. Or, Gabriel Attal a annoncé qu'ils allaient remettre en cause la loi SRU, la loi sur le logement social, pour permettre aux communes qui le désirent d'atteindre leurs 20 ou 25% de logement social avec du logement dit intermédiaire, c'est-à-dire du logement pour les classes moyennes et aisées. Les plus pauvres, qui ont d'ores et déjà aujourd'hui le plus grand mal à avoir accès à un logement social, vont avoir encore plus de mal. La dépense de logement
va encore augmenter. Ça veut dire que les Français les moins aisés vont encore moins pouvoir consacrer leur budget à l'alimentation. Et c'est ce que Emmanuel Macron est en train de stigmatiser. Quelques semaines à peine après que le gouvernement ait annoncé abandonner le chèque alimentaire, promis de date en date, promis depuis plusieurs années, tout en continuant de vouloir généraliser le SNU, ce qui va coûter des milliards. Je ne fais que resituer côte à côte des déclarations qui ont eu lieu ces dernières semaines. La déclaration en une de la Marseillaise, elle était insupportable. Parler des smicards dans ce contexte, avec cette phrase, c'était un mépris de classe insupportable. Emmanuel Macron nous dit « je n'ai jamais dit cela ». Soit. Alors appuyons-nous sur ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit revient exactement au même, ça revient à une stigmatisation des plus pauvres, ça revient à donner l'impression qu'ils ne sauraient pas gérer leur argent, alors que tout ce que subissent les plus pauvres aujourd'hui, c'est une augmentation des dépenses d'alimentation à laquelle ils ne peuvent rien, 25% de hausse des produits de l'alimentaire. Que fait le gouvernement? Le chèque alimentaire? Non. Du logement social? Non. Ce qu'il fait, c'est le SNU qui coûte des milliards, et en parallèle, il stigmatise les plus pauvres parce qu'ils ont eu l'audace de prendre un abonnement Netflix à 10 €. Je vous laisse seul juge. It is time. Elle est de retour. Amélie Oudéa-Castéra. Comprenez-vous la tempête politique et médiatique que vous avez soulevée? Vous savez, la vie politique, voilà, on prend des coups. On a déjà fait ce décryptage-là au moment de son discours de passation de pouvoir, quand elle disait À la tâche, malgré la tempête. Et là, c'est pareil. On prend des coups. Il y a l'idée que si elle prend des coups, c'est qu'on lui a donné. Il y a l'idée que rien de ce qui lui est arrivé n'est de sa faute. On m'a tapé dessus, on m'a fait tomber. C'est ça qu'on entend, évidemment. Hein. Elle a pris des coups, laissant bien sûr de côté une série d'affaires embarrassantes. Elle a pris des coups. Ah bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, il y a cette phrase de Mandela que j'aime beaucoup qui dit « soit je gagne, soit j'apprends ». J'ai appris beaucoup de cette période. Ce qui est intéressant, c'est la psychologisation qu'elle fait de cette période. C'est quand même quelque chose d'assez dingue de dire « soit je gagne, soit j'apprends, j'ai beaucoup appris ». Ce qui est dingue, c'est de dire, grosso modo, de cette période, je retiens que j'ai beaucoup appris et donc je peux garder le sourire. On se réjouit pour Amélie Oudéa-Castéra qui a beaucoup appris de cette période. Vraiment, on se réjouit pour elle. C'est important d'apprendre. À aucun moment, elle ne parle ici de la confiance des Françaises et des Français à l'égard de la parole publique. Vous voyez, c'est ça qui est quand même incroyable. Ce sont les mêmes qui, derrière, vont se plaindre du fait que les Français n'ont plus confiance en leurs responsables politiques. Première déclaration, en tant que ministre, tu discrédites les agents publics de ton administration en mentant. Deuxième déclaration, tu es pris en flagrant délit de mensonge. Tu contribues donc de manière absolument incontestable à éroder la confiance que les Français portent en leurs responsables politiques. Tu devrais normalement en concevoir une forme de gêne. Mais non! Et non, écoutez, tout va bien. Regardez, Amélie Oudéa-Castéra, elle est contente parce qu'elle a beaucoup appris. Félicitations à elle. On n'aura pas eu le début du commencement d'un remords. Amélie Oudéa-Castéra, prise en flagrant délit de mensonge, tout le monde le voit, tout le monde le sait, qui n'est pas capable, au micro d'Yves Calvi ce matin, de dire ne serait-ce que « Écoutez Yves Calvi, j'ai merdé ». Voilà, j'ai eu des déclarations qui étaient maladroites, j'ai voulu m'en expliquer, je m'en suis expliqué d'une manière qui était à minima maladroite, je le regrette, si c'était à refaire, je referais les choses différemment. On pourrait dire qu'il y a quelque chose de l'acharnement, de guetter comme ça ces prises de position, mais pour moi, c'est pas de l'acharnement, c'est simplement qu'elle devient le symptôme le plus visible d'un mal qui est, je le répète, beaucoup plus large qu'elle, et dont pour le coup, elle n'est pas seule responsable, qui est le fait de ne jamais assumer la responsabilité de cet acte et de ses discours. Une toute dernière question, je m'adresse à une sportive. Ça concerne Paul Pogba. C'est à la une de nos confrères de l'équipe ce matin. Le footballeur français de la Juventus de Turin vient d'être suspendu 4 ans par l'agence antidopage italienne. Il va faire appel, je le précise. C'est un énorme gâchis. Oui, beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse pour Paul. Bon, je ne veux pas oublier le fait qu'il forme un recours devant le TAS. Oui. C'est la première fois qu'elle a l'air honnête. Mais j'ai évidemment une pensée très émue pour lui. Il a probablement pas toujours été bénéficiaire d'un entourage suffisamment protecteur. C'est quand même incroyable. On parle de quelqu'un qui est pris la main dans le sac en ayant triché. La seule chose qu'a à dire la ministre des Sports, c'est « Je suis triste pour lui, il est mal entouré ». Mais et la responsabilité individuelle, nom de Zeus. Après, il fait appel, on verra ce que ça donnera. Mais là, l'information qui sort, c'est « Il est suspendu parce qu'il a été pris en flagrant délit de dopage ». L'exemplarité, nom d'un chien, c'est pas pour les merles. Il est l'une des idoles des plus jeunes. Et en tant qu'idole des plus jeunes, il a ce devoir d'exemplarité. Il doit montrer l'exemple, il doit montrer la voie. S'il est pris en ayant triché, en ayant cherché à contourner des règles, eh bien, il doit en payer le prix, précisément. Mais non! Incapable de dire ça. Elle pense à lui, elle est triste, et c'est de la faute de son entourage. Mais jusqu'au bout, dans toutes les situations, toujours, à chaque fois. Mais parce qu'elle se reconnaît. Elle a été prise la main dans le sac en ayant triché, en ayant dit une connerie, en ayant voulu se rattraper sa connerie par un mensonge, et en étant pris en flagrant délit de mensonge.
Et elle se reconnaît. J'ai de la tristesse pour lui, je sais ce que c'est que prendre des coups. Quand est-ce que, enfin, les responsables politiques vont comprendre qu'ils sont responsables de leurs actes et de leurs paroles, au même titre que les sportifs qui sont responsables de leurs actes et de leurs paroles? C'est la même majorité qui est prête à envoyer en prison les locataires qui ne payent pas leur loyer. Et la même qui, quand un sportif multimillionnaire est pris la main dans le sac en ayant triché aux règles les plus élémentaires, dit « Ouais mais c'est pas de sa faute, je suis triste pour lui, je pense à son entourage ». C'est pas mal hein, cela dit, hein. Là on est à 9 minutes 10 sur 9 minutes 15. Quand même, une dingue dans les 5 dernières secondes, c'est pas mal. Merci. Bienveillant. Merci beaucoup, madame. Oh putain. Le B-word, la bienveillance, on a le bingo. Bah écoutez, tout y est. Comme quoi, j'ai envie de vous dire jamais décevant. Tu sais que tu vas passer un bon moment.